H 2022, une dizaine de communications concernant la maladie de Castleman, qui reste une maladie très rare. Moi, j'en ai retenu 3. Une qui concerne le traitement de la maladie de Castleman multicentrique idiopathique et 2 qui concernent la maladie de Castleman associée au virus HHV8. Alors la première, la maladie de Castleman multicentrique idiopathique, c'est un travail présenté par Sheila Pearson pour le CDCN, qui est le groupe collaboratif américain qui travaille sur cette maladie, à partir d'un registre international, qui est le registre Accelerate. Donc ce qu'ils ont présenté là, c'est une espèce de photographie du traitement dans la vie réelle, à partir des malades inclus dans le registre. Donc 83 patients, 278 traitements, ce qui souligne quand même encore l'hétérogénéité de la prise en charge. Néanmoins, quand on regarde dans le détail, on voit que les guidelines internationales sont globalement respectées. Le traitement le plus utilisé reste le siltuximab, avec 40 patients traités par siltuximab, un peu plus de 50% de répondeurs. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir qu'on suit les guidelines et que le traitement de référence est utilisé dans la vie réelle. Le petit regret, c'est qu'on n'a pas de données concernant d'autres traitements comme les inhibiteurs de mTOR ou les inhibiteurs de JAK pour les patients réfractaires, mais je pense que c'est encore trop tôt et qu'on verra ça dans les années à venir. Les 2 autres communications viennent de notre groupe et du centre de référence. Elles concernent la maladie de Castleman associée au virus HHV8. Donc la première a été présentée par David Boudboul pour son équipe. Et il s'est attaché à démontrer la possibilité de mettre en évidence dans le sang de ces patients les cellules infectées par HHV8, ce qui peut avoir un intérêt diagnostique important. Donc on est capable en cytométrie de flux de repérer ces cellules infectées par HHV8 avec des techniques de fiches qui vont détecter antigène de latence, l'ANA, ou antigène lytique, l'IL6 viral, et surtout de décrire ces cellules et de préciser leur phénotype qui est tout à fait unique, qui n'est pas celui de plasmocyte, qui n'est pas celui de plasmablaste comme on voit après infection ou vaccination, mais qui sont des cellules infectées par le virus, qui expriment à leur surface une immunoglobuline monoclonale IgM lambda et du CD38, et surtout qui ont inhibé l'expression à leur surface de molécules de coactivation comme le CD40, et ça peut avoir un impact très important pour la protection de ces cellules vis-à-vis du système immunitaire, un système d'échappement en quelque sorte. Donc un premier intérêt, c'est la détection et éventuellement l'aide au diagnostic. Le deuxième, une meilleure compréhension de la physiopathologie. Le deuxième travail, il a été établi par le centre de référence à partir du registre national. Donc là, on s'est intéressé au traitement classique de cette maladie par le rituximab chez une centaine de patients, avec un quart de patients présentant cette maladie en dehors d'un contexte d'infection HIV et 3 quarts associés à HIV. Donc la première constatation, c'est que la maladie, en gros, est la même dans la population HIV négative ou HIV positive, en dehors de l'âge des patients, qui est plus important, plus de 60 ans chez les HIV négatifs, que chez les patients HIV négatifs autour de 40 ans. Donc on s'est surtout intéressé à la rechute et aux marqueurs prédictifs éventuellement de la rechute. Et le premier résultat un peu surprenant, c'est que les patients HIV négatifs ont un risque de rechute beaucoup plus important, significativement important que la population HIV positive, avec pour l'ensemble du groupe une PFS à 5 ans qui est autour de 54%, mais elle n'est que de 26% chez les patients HIV négatifs et 62% chez les patients HIV positifs. Et enfin, on a regardé si dans le suivi de ces patients, certains marqueurs pouvaient prédire la rechute. Donc on a pris 3 marqueurs qui semblaient pertinents. La reconstitution B, qui correspondrait à l'épuisement de l'effet du rituximab, la remontée de la charge virale HHV8 et de la CRP, syndrome inflammatoire. Et quand on fait un modèle de Cox classique, multivarié, avec ses variables dépendantes du temps, on retrouve le statut HIV comme prédictif du risque de rechute, mais aussi l'augmentation de la charge virale HHV8 au-dessus de 3 log et du syndrome inflammatoire. Donc cette étude ne permet pas, a priori, de savoir s'il y a un intérêt à un traitement d'entretien. Néanmoins, ce qu'on peut discuter maintenant, c'est un monitoring un peu systématique de ces marqueurs, population B, PCR HHV8, CRP, pour diagnostiquer plutôt de façon précoce la survenue d'une rechute et traiter dans de bonnes conditions.